Je remarque en voyant les dates qu'on dirait qu'il y a un lauréat belge tous les 3 ans. Rendez-vous peut-être alors en 2021 pour le prochain, bien que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe en réalité. Le prix a été créé, comme je le disais, par l'Organisation mondiale de la francophonie en 2001, et il a fallu attendre 2012, le prix de Geneviève Dama, pour avoir un lauréat belge. Je voudrais vous présenter aussi les lauréats belges. On fera Geneviève quand elle sera là. Jean Boffan a d'abord eu un livre en jeunesse, chez Gallimard Jeunesse, Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux, qui a eu le prix de la critique de la communauté française de Belgique, et puis il est parti dans des romans pour adultes, avec Mathématiques congolaises en 2008, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Congoing, qui a le Grand Prix du roman métis et le prix de la francophonie, les 50 ans de la francophonie, et le dernier, La Belle de Casa. Jean-Marc Turine est lui un peu un artiste multimédia qui filme des documentaires, recueille de la documentation autour de la guerre, particulièrement, de la déportation, etc. Feuilleton radio, feuilleton télé, mais aussi des romans, Foudrol, Liane de Méline et le dernier, L'Atelier des fleurs. Alors, il faudrait d'abord savoir comment l'Organisation internationale de la francophonie a pensé ce prix. Ce prix récompense un texte de fiction narratif, roman, nouvelle ou récit, d'un écrivain témoignant d'une expérience, je perds mes fiches, culturelle spécifique, enrichissant la langue française. Lionel, vous êtes membre de ce jury donc avec le Clésio, Ananda Devi, Vénus Kurigata, etc. Qu'est-ce que ça signifie, expérience culturelle spécifique et enrichissement de la langue française? Je ne sais pas très bien, pour être honnête, mais je dois vous dire qu'on a beaucoup bataillé pour arriver à cette formulation. L'idée, même si la formule est quelque peu brouillonne, manque de clarté, est de se rappeler à nous, membres du jury, et de rappeler aux lecteurs et de rappeler aux écrivains qu'il s'écrit des textes fondés sur des réalités différentes, sur des référents extrêmement différents. Et il faut mettre ces référents à égalité en tenant compte de la qualité des textes littéraires qui témoignent de ces référents. Et il y a une idée terrible, c'est celle qui consiste à croire que nous vivons dans un monde où tout est égal, alors que nous vivons la simultanéité du non-simultané. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui n'est pas ce qui se passe en Belgique. Ce qui se passe à Manhattan n'est pas ce qui se passe dans quelques coins perdus d'Haïti. Et nous avons voulu que toutes ces réalités soient considérées comme égales, comme parlant toutes de la réalité ou de la multiplicité des réalités du monde. Et donc, maintenant c'est au texte de témoigner de cela. Voilà donc ce qui a été le point de départ. Je vais ajouter une difficulté réelle du prix, c'est que le prix est conçu par l'OIF, mais il est aussi porteur de toutes les contradictions de l'Occident chrétien blanc capitaliste dans ses démêlés avec lui-même et le reste du monde. Ce prix est une énorme bêtise. Je peux le dire ici parce que je le dis à la francophonie. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur la dictature du roman, qui est quelque chose de français, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité des communautés francophones du monde. Chez moi en Haïti, le roman, c'est un genre vulgaire. Moi j'écris les romans, les gens m'appellent poète. Dans d'autres communautés, c'est le théâtre. Pourquoi donc ce prix de la francophonie, qui se veut un prix qui récompense toutes les écritures francophones, est-il fondé sur le modèle des prix parisiens? Donc on n'a pas pu obtenir de la francophonie qu'elle sorte de cette bêtise. Mais au moins on a pu obtenir que dans le phrasé du prix, on reconnaisse qu'il y a des réalités différentes et la nécessité de faire circuler des textes témoignant de ces différentes réalités. Voilà. Merci à Geneviève de nous avoir rejoints, Geneviève Dama. Jean Boffan, un prix que vous recevez comme ça en 2015 pour Congoing, pour vous, c'est quoi?
un encouragement, une consécration, ou simplement un apport d'argent Non. Comment vous voyez ça? Les prix, en général, on n'écrit pas un roman pour recevoir des prix. Au départ, on écrit un roman, même si on n'a jamais été édité, on écrit un roman, même pas pour être édité. Enfin, on ne sait pas si on va être édité, mais on y passe, on y consacre quand même 3 ou 4 ans de sa vie. Et donc les prix, c'est loin, déjà, c'est loin. Et à chaque ouvrage, c'est comme ça, les prix sont loin. Et oui, c'est hypothétique, c'est là. Mais voilà, mais sans plus, et puis bon, ça vous tombe dessus. Quand ça vous tombe dessus, c'est parfait, c'est parfait. Et mais ce prix, ce 2015 et le prix de la francophonie, et effectivement, c'était un peu bizarre. L'année 2015, c'était une année néfaste. C'était l'année des attentats. Oui. Le prix des 5 continents devait être remis à Bamako cette année. Et il devait être remis à Bamako. Ah, Jean, tu vas aller à Bamako. Je dis, j'irai pas à Bamako. Oh, tu vas aller à Bamako. Je dis, j'irai pas à Bamako. Moi, je suis romancier, j'ai une vision large. Donc, je savais que j'irai pas à Bamako. Les Michael Jean, les Lam Sangor, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, j'ai prêté à Bamako parce qu'il y a eu un attentat là-bas. Il y a eu un Belge qui a été tué au Tel Radisson, donc j'étais bloqué à. Bah donc on a postposé l'histoire, donc ça devait être plus tard. Et puis en fait, j'avais eu des prix, j'ai eu pas mal de prix, j'ai eu 5 prix pour Congo INC. Donc ça dit que je bougeais comme ça de prix en prix, et puis je devais aller à Paris. Et puis après, je devais quand même aller à Paris, mais à Paris il y avait des attentats, et puis à Bruxelles, mais à Bruxelles il y avait des attentats aussi, parce qu'ici il y avait le prix de la bibliothèque des villes de Bruxelles. Donc les prix littéraires de cette année-là ont été plutôt plombants. C'est pour vous dire que oui, les prix c'est bien. C'est très bien, c'est gai, mais ça peut aussi être vicié par des choses qui nous dépassent, comme ces attentats qui nous dépassent, qui ont quelque part endeuillé le monde entier. Et disons pour moi, le prix des 5 continents, c'est plutôt ça, que je devais aller chercher à Bamako, et puis en fin de compte, j'ai pas été à Bamako. Ça s'est remis en fin de compte. Oui, mais voilà, mais il s'agit aussi du prix des 5 continents. Quand Lionel parle de diversité, de réalités différentes. Mais nos destins sont quelque part liés. C'est-à-dire on a des réalités différentes, on est comme une arborescence comme ça, mais si je veux que le Congo ou Haïti soient sauvés, seul c'est difficile. Donc peut-être ces réalités devraient peut-être un peu voir qu'est-ce qu'on a comme transversalité, pour peut-être essayer d'approcher Haïti. Et moi j'essaie. Mon prochain roman, je vais parler d'Haïti. Pour chercher là-bas la vérité pour le Congo. Avec des réalités différentes. C'est ce que vous aviez fait avec La Belle de Casa aussi, chercher ailleurs une autre réalité. Une autre réalité qui était le Maghreb. Et voilà. Geneviève Dama, donc femme de théâtre, je vais la présenter aussi comme je fais avec les autres. Comédienne, metteur en scène, dramaturge et puis romancière. Au théâtre, Moliavello, Stipe, le dernier je crois que c'est La solitude du mammouth. En romancier, Tu passes la rivière, qui est le prix Rossel et le prix des 5 continents. Et puis Histoire d'un bonheur, et puis Patricia. Alors, quand vous, Geneviève, vous avez reçu le prix des 5 continents, c'était une joie ineffable ou bien normale? Mais bon, non, c'est super. Bien sûr, c'est super. On ne se rend pas compte à quel point, en tout cas moi, ce prix, ça a changé mon rapport au monde. Donc, d'abord c'est un prix, donc on est très content. Et après, moi j'ai compris qu'il y avait quand même une année de promotion, ce qu'on a tous fait, et ce que Jean-Marc, j'imagine, vous êtes en train de faire, une année de promotion dans la francophonie. Et moi j'avais essentiellement, à part, j'avais travaillé un peu en Tunisie, mais j'étais exclusivement restée dans le monde occidental. Et voilà, ça a été un choc. Le premier voyage avec, bon, il y a eu Toulouse, et puis après je suis partie au Sénégal et en Mauritanie, et pour moi ça a été un choc. Haïti a été un choc, l'Algérie a été un choc, la Roumanie a été un choc, j'ai été au Rwanda récemment, et c'est encore lié à ça, c'est un choc. Et c'est clair qu'on n'écrit plus pareil, c'est clair aussi qu'on rencontre des écrivains
qui ne sont pas de notre pays, mais qui sont francophones et qui partagent des préoccupations, parfois qui n'en partagent pas, qui ont des engagements politiques. Moi, j'ai été très touchée quand même de rencontrer des écrivains, principalement des écrivains d'origine africaine ou haïtiens, mais qui ont dû vraiment, à un moment, s'engager contre la dictature. Enfin, voilà, on a un autre rapport, nous, dans notre pays. Et moi, je trouve que ça a ouvert des cases dans ma tête. Donc moi, c'est vraiment... ce prix a transformé mon rapport à l'écriture et au monde. Ça, c'est sûr. Mais je ne le pressentais pas au moment où on m'a téléphoné pour me le dire. Jean-Marc, vous êtes donc dans votre année de promotion. Est-ce que cette année de promotion, c'est pas aussi une année où vous perdiez du temps? Pas du tout. Puisqu'on rencontre plein de gens partout. J'étais à Bamako, je vais à Conakry, je vais à New York, Québec, enfin, je vais le faire comme tous les autres. Donc c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est un enrichissement magnifique. Et mon livre, pour répondre, pour continuer, prolonger ce que disait Jean Boffin ou Lionel, pour ce livre-ci, j'ai été voir du côté des Tziganes, c'est-à-dire du côté de la Roumanie, de la Hongrie, et de ce continent perdu qui s'appelle l'Europe. Par rapport à la démocratie qui devrait régner, et où ça ne règne pas, parce qu'il y a cette terreur anti-tzigane qui est là tout le temps. C'est quelque chose que j'avais préparé en faisant des émissions pour France Culture, un feuilleton aussi de 5 épisodes pour France Culture, et puis finalement, ce prix, c'est un émerveillement pour moi. Oui. Un émerveillement. Parce que ça m'a permis de rencontrer, par exemple, un écrivain mauritanien qui s'appelle Bérouk, qui est une merveille de bonhomme et qui a écrit un livre super qui s'appelle « Je suis seul » et qui a eu le prix des journées littéraires de Bamako cette année, c'était en février. Bon, voilà, on rencontre des gens, c'est quand même extraordinaire comme possibilité, parce que sinon c'est où qu'on rencontre des gens pareils? C'est pas l'affaire du livre de Bruxelles, de Paris, on voit ça, parce qu'il n'y a pas de rencontre, là on s'ennuie. Oui, puis on passe du temps, quoi. Mais voilà, on passe du temps, ouais. Puis on va, enfin, cette tournée de promotion, c'est quand même, on n'est pas dans des hôtels à regarder la plage. Enfin, c'est des bonnes journées. Moi, je me rappelle qu'on est dès 6h du matin, souvent on est sur la route. On va dans des écoles, des associations, dans les universités, dans les maisons de jeunes et tout. Enfin, voilà, on bosse, quoi. C'est pas. On rencontre du monde. On rencontre beaucoup de monde, on travaille beaucoup. Mais en général, ça commence toujours très fort parce que souvent, quand on change de fuseau horaire, on arrive à des heures complètement incongrues et ça bosse tout de suite. En Afrique, déjà à 6h, ils sont debout à 7h, là-bas, ils viennent me prendre à l'hôtel. C'est toujours hyper chaud. Mais justement, c'est toutes ces rencontres-là et c'est souvent inattendu parce que vous allez dans des espaces que vous imaginez pas, ou bien peut-être il y a des a priori, et quand vous arrivez là-bas, en général, les endroits qui m'ont le plus ému ou étonné, c'est les endroits que j'aurais pas imaginé, par exemple comme la Roumanie. Et depuis que je connais la Roumanie, j'appelle plus ça l'Europe de l'Est, j'appelle ça l'Europe orientale. C'est quelque chose de... Quand vous allez la Roumanie, la Bulgarie, des endroits pareils, c'est complètement... c'est merveilleux. On rencontre des gens qu'on n'imaginait pas. Et qu'on arrive dans des endroits où peut-être parfois il y a des choses sur moi justement avec des jeunes, etc. Parfois on envoie des bouquins, Actes Sud, parfois on envoie des livres avant que vous arriviez, donc les jeunes l'ont lu, ils vous connaissent. Et un livre, bon voilà, ici le livre c'est rien, on en trouve partout, mais pour des gens comme nous, un livre c'est moi qui viens du Congo, qui grandit dans une petite ville, un livre c'est merveilleux. Ça on ne perçoit pas ça ici, donc il y a ça aussi, des endroits où il n'y a pas tellement de livres, ces endroits-là, un livre on se rend compte justement quand on parle de la foire de Paris ou Bruxelles, c'est ennuyeux, c'est un produit de consommation à la limite, voilà, oui, l'histoire, mais il y a des endroits où le livre vraiment a une importance capitale pour les imaginaires, voilà. Oui, et puis je disais moi par exemple, quand j'étais allée en Haïti, on avait fait des ateliers avec les enfants et les jeunes, enfin ça allait de 5 à 18 ans, mais la première chose qu'on fait en fait c'est donner à manger. Parce qu'on ne peut rien faire si les gens, si les enfants, ils ont le ventre vide, ils ne vont rien entendre. Et c'est une réalité que moi j'avais trouvée énorme parce que on est tellement dans un discours, en tout cas en Belgique, un discours un peu déprimé, qui est ça va moins bien, etc. Mais si on va dans le reste du monde, quelle chance on a et on s'en rend pas compte, quoi. Mais on peut aussi la force aussi de ces jeunes. Ah oui. Vous rentrez dans une classe où il y a 80 élèves, quoi. 60 élèves, 80 élèves, vous dites c'est pas vrai, et chaque gosse a 10 questions. Ici, il faut presque
Voilà, c'est ça aussi, tu vois, je sais pas, enfin j'imagine, je vois comment tes yeux brillent quand tu parles d'eux. Et c'est assez effarant. 80 dans une classe, et ici à 25, on ne réussit pas vraiment à mettre à susciter du feu. Et là-bas, quand même, c'est très... Moi, je suis d'accord, parce qu'à Bamako, j'ai eu l'expérience pendant toute une matinée d'aller discuter avec des jeunes qui faisaient à la fois du théâtre et de la musique dans un lycée. Ça a duré 3 heures, je pense, et ça a démarré par la demande d'une jeune fille qui m'a dit « Est-ce que je peux lire le début de votre livre ?» Et elle a lu pendant 15 minutes, elle le découvrait parce qu'elle n'a jamais lu, elle n'avait pas lu ce texte. Donc elle a lu devant tous ses copains et copines, et puis, comme le sujet ce sont les tziganes, ben, forcément j'ai fait un rapprochement avec le nomadisme chez eux, avec le peuple Peul. Donc ils ont compris des choses, ils m'ont expliqué des choses par rapport au Peul, enfin c'était magnifique. Oui. 3 heures émerveillées. Et voilà, mais moi j'arrive à Haïti, je suis à l'université, une rencontre là avec des étudiants, et puis l'intitulé de la conférence était un peu flou. Alors, je me suis dit, bon, puisque l'intitulé est flou, allons dans le flou, le plus total. Donc j'ai dit, allons vers l'esprit. Et je suis arrivé un jour, on a commencé à discuter de l'esprit, sorcellerie, rites, machin. Alors il y a des jeunes qui ils vous disent une phrase qu'ils ont entendue, là, le prêtre dit ceci, le prêtre vaudou dit ceci, ou l'officiant dit ceci. Et moi je le traduis, moi qui suis du Congo, quand on parle de transversalité, moi qui suis du Congo, moi je reconnais la phrase, je connais la phrase et je traduis aux jeunes haïtiens. J'ai plus pu sortir de la salle là. Les petits m'ont gardé pendant 1 heure en plus, ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Parce qu'ils voulaient entendre, parce qu'ils entendaient maintenant leur langue qui vient de loin. Et qui ne connaissaient pas la signification, ils ne savaient même pas d'où ça venait. Ils ne savaient pas d'où ça venait du Bénin ou du Sénégal ou tout ce qu'on veut. Non, mais là ils se sont rendus compte, les gars, ce type-là c'est moi. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Est-ce que toutes ces rencontres pendant ces promotions, ça vous enrichit évidemment, vous l'avez dit tous les trois. Est-ce que ça enrichit aussi la façon dont vous travaillez sur vos prochains livres? J'en sais rien, je ne travaille pas. Moi j'ai écrit La Belle de Gaza, par exemple, qui est un autre espace. Et c'est... Je voulais rester en Afrique, tout en essayant d'explorer un espace qui d'après les préjugés, d'après les on-dit, c'est autre chose. Le Sahara serait un désert qui serait une frontière. Moi je voulais montrer que c'était pas une frontière, c'était une autoroute. Que le désert normalement c'est un lien où les caravanes passent. Et on me dit, oui, tu as écrit un livre sur le Maroc, qu'est-ce que tu connais du Maroc? Je connais le Maroc comme n'importe quel touriste. Et sans plus. Enfin, sans plus dans le sens que j'habite ici à Bruxelles et il y a cette communauté marocaine qui est ici et ils pensaient de l'expérimentation aussi par rapport, voilà, on va à tel endroit, est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on est pareil? Mais ici, il y a la communauté maghrébine, ici, la communauté marocaine, pardon, elle est ici. Et on me dit, oui, mais les Marocains de Bruxelles ne sont pas comme les Marocains du Maroc. Moi, je dis, je sais pas, mais moi, on a un proverbe en Afrique qui dit qu'un tronc d'arbre, il peut séjourner autant qu'il veut dans le fleuve, jamais il ne deviendra crocodile. Donc, je dis avec ce que je sais ici, avec ce que je vais aller voir là-bas, est-ce que je connais de là-bas, est-ce que j'ai encore à étudier là-bas et enquêter là-bas, je pourrais écrire un livre sur le Maroc, une histoire qui se déroule au Maroc. Donc le fait quand Geneviève me cite tous ces noms de pays, on se rend que le fait de les citer déjà, ça abolit un peu la frontière justement. Voilà, elle en a cité, et puis chaque pays avait l'air important pour elle. Et donc, quand elle parlait, j'ai l'impression qu'elle est en train de pulvériser des blocs de ciment comme ça, des murs comme ça, en parlant comme ça. C'est cela. C'est cela et c'est ce qui permet à Jean-Marc aussi de pouvoir aller vers un monde qu'il connaissait, qu'il a touché du doigt à travers le cinéma, mais qu'il a voulu en fait aller au plus près. Montrer peut-être ce que sa caméra n'a pas pu montrer. Non, mais il y avait le fait d'avoir un prix comme celui-là, ça ouvre non seulement pour le livre, mais par exemple le livre précédent que j'avais fait sur Liette, que j'ai appelé Lienne de Méline, c'est un texte violent contre la présence américaine qui dure toujours au Vietnam par le biais de la dioxine. Ce livre, je ne sais pas, personne ne l'a lu. D'abord parce que c'est le Vietnam peut-être,
ou bien parce que c'est le sujet qui est dérangeant, étant donné que c'est quand même un sujet très dur, mais peut-être que d'autres qui ont lu maintenant la Théo qui a eu le prix, peut-être qu'ils vont se tourner aussi vers ce livre-là, mais j'avais pas besoin de ce prix pour déjà ouvrir au monde. Je veux dire, ce Vietnam, c'est un pays que j'adore, que j'ai fréquenté souvent. Et j'ai fait un film là-bas, j'ai fait des émissions radio, j'ai fait un texte pour France Culture, et puis finalement, j'ai fait toujours le même titre, Liane de Méline. Liane, c'est le nom d'une petite fille, et Méline, c'est le nom de sa ville. J'évoque tous les cas de handicap que cette population vietnamienne endure depuis la fin de la guerre et qui n'est pas finie. La guerre continue, ça ne se porte plus le nom de guerre, mais c'est une guerre qui se prolonge. Parce qu'il y a quand même 4 millions de victimes de la dioxine encore aujourd'hui au Vietnam. Et bon, cette petite, je l'avais rencontrée en 2009, elle était d'une beauté, mais elle était déjà foutue. Quoi. Et voilà, je veux dire, le prix, ça me fera encore retourner sans doute au Vietnam, ce que j'aimerais bien, mais c'est surtout que ça ouvre des perspectives pour tout le monde, à la fois pour le lecteur que nous, ceux qui écrivons. Les lecteurs aussi s'enrichissent de quelque chose. Ça, c'est mon point de vue. Alors, quand je vous disais que l'Occident est corrupteur, il en est démêlé avec lui, mais il faudrait vraiment qu'on fasse la sociologie du prix des 5 continents et des discours sur ce prix. Ce qui est en train de se passer un peu dans cette conversation, c'est qu'il y a un personnage qui n'a pour nous aucune importance au niveau du jury, qui est en train de prendre beaucoup de place ici, c'est l'auteur. Nous sommes quelques-uns dans ce jury. Quand nous lisons les textes, nous ne lisons pas les noms des auteurs et nous ne regardons pas les maisons d'édition. Bon, de toute manière, pour les grandes maisons d'édition françaises, par exemple, le prix n'a pas d'enjeu. Ce qui nous libère. Mais en même temps, quand nous lisons les textes qui nous intéressent, c'est de quoi est-ce que ça parle? Comment est-ce que ça parle? Et quelle rencontre, justement, ça peut organiser entre lecteurs différents. Donc, le personnage de l'auteur, il a sa bourse, c'est certain. Et puis, il y a cette sorte de tournée, mais toujours dans la perspective d'une rencontre avec l'autre. Jamais dans l'idée de valoriser le statut d'auteur. J'avoue que l'un des aspects intéressants de ce prix, c'est un prix qui transforme un peu l'auteur en artisan. C'est ce que vous disiez, vous allez dans différents lieux du monde, vous allez converser avec des gens, vous animez des ateliers, vous apprenez, c'est pas un prix, tout ça est pour les auteurs qui portent des écharpes, on voit souvent à la télévision, qui radotent, moi, c'est vraiment pas l'enjeu. Et ceci est assez étrange. Bon, évidemment, nous sommes en Belgique, on réunit les auteurs belges, mais je vous garantis que on a quelques-uns du jury, on ne savait même pas qu'ils étaient belges. Moi, quand j'ai lu la Théo des fleuves, je n'avais pas retenu le nom de l'auteur. Alors c'était assez comique au moment de la délibération, j'ai dit non, la Théo, j'avais pas le nom. Il a fallu que je retourne visiter la première de couverture pour trouver le nom, comme avec cet animal-là, je le connais depuis longtemps, donc ça c'est autre chose. Mais comme quand j'ai lu Si tu passes la rivière, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comme texte, c'était un texte que je ne savais pas si elle était belge ou pas belge. Et là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant dans ce prix, c'est de la promotion pour les auteurs, mais c'est fondamentalement de la promotion pour les textes. Et l'idée d'organiser de vraies rencontres entre ces auteurs qui ont gagné le prix, des auteurs, des communautés dans lesquelles ils vont, et des lecteurs des communautés dans lesquelles ils vont. Alors le problème de ce prix en amont, c'est, je dirais, presque le racisme des éditeurs. Le prix est ouvert à tout texte de fiction écrit en français par un quelconque auteur, indépendamment de la nationalité. Il arrive que les maisons d'édition choisissent des textes qui leur semblent, si vous voulez, avoir un peu d'exotisme, être un peu dans une sorte de vision d'un autre qui existerait quelque part pour nous les envoyer. Je suis très content qu'on ait reçu des textes comme les vôtres.
Et je pense que de ce point de vue-là, le jury a été assez fidèle à l'intention du prix. On pourrait parler du livre d'Ananda Devi, Ève de ses décombres, qui depuis nous a rejoint au jury, du livre de Mathias Sénard, La perfection du tir, donc cette idée d'un texte qui est dans son unicité, qui est un objet unique, et qui renvoie à des éléments de réalité, en plus du travail d'écriture, qui aurait pu échapper à beaucoup de lecteurs. Le livre, cette histoire de frontières, cette condition d'existence, ça nous avait terrifiés. Nous, membres du jury, on avait beaucoup aimé ce livre-là. Donc, tous les livres que nous recevons ne sont pas de cette qualité, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on reçoit aussi des livres qui nous envoyés par les éditeurs, et je peux vous dire la norme. Je suis né soit en Afrique de l'Ouest, soit dans un quelconque pays du Maghreb. Je suis parti vers la France, ou la Belgique, ou la Suisse. Je me suis adapté, et puis j'ai voulu revenir chez moi, puis ça n'a pas marché. Puis voilà, j'ai un peu plus d'humanité qu'à ma naissance d'avoir voyagé. Mais ce genre de merde, on le reçoit systématiquement. C'est profondément agaçant. On reçoit beaucoup de livres, et hélas, il y en a parfois quelques-uns qui sont primés. On reçoit des livres qui ne sont pas écrits pour des lecteurs, qui sont écrits pour des journalistes condescendants de l'Occident chrétien blanc capitaliste. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, quand on trouve des livres comme ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur à la fois pour la littérature et pour les citoyens du monde que nous essayons d'être. C'est pour vous dire que, vraiment, parce qu'on en reçoit quand même une centaine. Lionel. Une centaine tous les ans. Alors là, c'est la catastrophe totale. Lionel, le jury lui-même reçoit combien de livres Le jury reçoit une dizaine ou une douzaine de livres, parce qu'il y a les comités. Il y a les comités de lecture, il y en a 5 je crois, qui sont basés dans différents lieux. On a aussi parfois nos petites querelles avec les comités de lecture, parce que je dois dire que parfois, on reçoit des textes, on se dit, mais attendez, peut-être qu'il y a quelqu'un dans un comité de lecture qui a perdu un nègre et qui nous a envoyé ce livre. Donc, parfois, on a des désaccords avec les comités de lecture, mais il faut absolument, vraiment, avoir une grande attention pour tout ce qui s'écrit en français. On doit dire qu'on ne reçoit pas tout. On ne reçoit pas tout. Parfois, justement, quand on voyage, nous, du jury, on arrive quelque part et on voit des écrivains qui ont des textes qui ne nous arrivent jamais. Parmi les textes qui nous arrivent, je peux dire qu'il y a des très, très bons textes, et aussi il y a des textes, hélas, je le répète, j'ose le dire, qui sont vraiment pas écrits pour les lecteurs, mais qui sont écrits pour plaire aux journalistes occidentaux. Et ça, c'est l'un des drames du prix. Et ces comités de lecture sont quand même très bien, parce que c'est vraiment un prix, c'est pour ça que c'est un prix du public, des lecteurs, c'est comme celui de France Inter, ça n'a rien à voir avec les maisons d'édition, ça n'a rien à voir avec le parisianisme. Par exemple, je discutais, quand j'ai reçu le prix, avec une responsable de Bordeaux. Dans leur comité de lecture à Bordeaux, ils sont 83 personnes. Il y en a un autre à Saint-Brieuc, où ils sont, je ne sais pas, une vingtaine également. C'est quand même passionnant de savoir ça. Et puis, ils choisissent leur livre, ils le proposent au jury, mais c'est quand même 80 personnes qui se réunissent et qui lisent une centaine de livres, chacune. Et puis moi, je sais que j'avais été touchée parce qu'en interne, donc il paraît que chaque jury a droit à un coup de cœur et qu'il passe directement à la délibération finale. Et donc moi, j'ai été le coup de cœur du Sénégal. Donc c'est pas la Belgique qui m'a défendue. Donc j'ai été à la finale par le Sénégal. Voilà. Vos 3 romans décrivent chacun un itinéraire. Le héros de Geneviève, François, 17 ans, garçon de ferme, dans une famille repliée sur elle-même, encarcané dans son monde, veut passer la rivière et y arrive, donc arriver au monde. Le héros de Jean Boffan, le pygmée Isokanga, monte à Kinshasa pour réaliser ses rêves de raideur en devenir et faire son monde à lui, sans se soucier de sa tradition. Et la Théodora de Jean-Marc Turine, c'est une vieille tzigane qui raconte sa vie, mais qui raconte ses amours, ses rencontres, ses espoirs, ses désillusions, tout au long de ses voyages menés comme si elle était poussée par le vent et par le fleuve. En fait, Lionel, c'est ce genre de livre, d'itinéraire qui change les gens que vous recherchez?
Bon, là vous avez mentionné des itinéraires qui sont quelque peu de l'ordre du déplacement, je dirais physique, qui consiste à aller d'un lieu à un autre, bien que dans le roman de Jean, il se passe, comme dans tous les romans d'ailleurs, il se passe plein d'autres choses à l'intérieur des individus. Et personnellement, ça m'intéresse beaucoup plus, cette construction de soi-même, cette impossibilité de se construire que de partir d'ici. D'ailleurs, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on écrive des romans sur les gens qui ne bougent pas. Parce que voilà encore une illusion, on a l'impression que tout le monde bouge. Mais il y a 10 millions d'Haïtiens, il y en a 8 millions qui n'iront jamais nulle part. Qui vont crever de faim là où ils sont nés. Donc j'aimerais bien qu'on aussi une littérature qui parle de ces gens-là. Donc cet aspect-là me paraît tout à fait secondaire. Je le considère simplement comme l'expression d'une difficulté de naître à soi-même. Et c'est ça, quelque part, qui peut nous intéresser au niveau du jury. Comment se construit-on ou comment se trouve-t-on dans l'impossibilité de se construire face à des conditions d'existence à la fois individuelles et collectives qui rendent cette construction difficile. Et évidemment, il y a des livres qui ont une dimension quelque peu optimiste. C'est le cas de la Théo, où derrière tout, au-delà de toute cette souffrance, il y a quand même un regard positif. Il y en a d'autres qui sont quelque peu pessimistes. Mais peu importe. Peu importe, ce qui me semble important, c'est justement cette construction de soi ou cette difficulté de se construire. Et il y a quelque chose, quand même, dans les livres qui ont été primés, le mot est dangereux puisqu'on l'a galvaudé, on lui donne parfois des sens pas très intelligents. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'authenticité. Dans la construction même du texte, dans la construction du personnage. Et ce sont des livres qui sont quelque part marqués du sceau de la sincérité. Ce sont de grands textes littéraires, mais ce ne sont pas les gens qui font de la littérature au sens vulgaire du terme. Ce ne sont pas des livres qui vous disent « Voilà, lisez-moi, j'essaie d'être un texte littéraire ». Il y a vraiment une adéquation entre le travail d'écriture et le travail de saisie de l'univers thématique et d'exposition des problèmes humains. Et je pense que là, ce sont des livres d'une grande qualité littéraire qui ont été primés dans le cadre du prix des 5 continents de la francophonie. Moi, écoutez, sur d'autres prix, je vois des livres qui sont primés, je me dis, attendez, il y a quelque chose. Ok, peut-être que je ne sais pas lire, mais... Alors que là, je crois que si vous faites une petite bibliothèque avec la plupart des livres, écoutez, il y a des exceptions, forcément, mais si vous faites une petite bibliothèque avec la plupart des livres qui ont été primés par le prix des 5 continents de la francophonie, vous avez de la grande littérature. Moi, je ne sais pas, Lionel, si vous avez voté, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du jury, si vous avez voté pour chacun des 3 livres dont les auteurs sont ici, mais il me semble que dans chacun de ces 3 livres, il y a le fait que chaque auteur donne une voix à ceux qui n'ont pas, le fils du fermier qui vit avec ses cochons, le pygmée dans sa brousse, la tzigane rejetée par tous. Est-ce que ça aussi, ça vous a conforté dans le choix? Totalement. Votre choix? J'ai voté pour les 3. Il y en a même un des 3 pour lequel je me suis battu. Pour 2 autres, il n'y a pas eu à se battre. C'était assez évident. Il y en a un pour lequel je me suis vraiment battu. Pourquoi je ne le dirais pas? Justement parce que je reviens à cette idée, donner à lire, donner à entendre, donner à voir ce que d'autres auraient pu rater. Je reviens à l'Espagne, c'est pas juste une anecdote. Tout le monde parle de ceux qui ont laissé leur pays, qui sont revenus, qui sont devenus un peu plus humains. Les écrivains, ce qu'on appelle en 4e de couverture, les écrivains d'origine haïtienne, d'origine marocaine, d'origine ci, d'origine ça. Ah ben, il y a une surexposition des écrivains d'origine qui sont devenus autre chose. Ah ben, au niveau du jury, nous sommes quelques-uns parce qu'on partage pas tous les mêmes points de vue. Dans le jury, c'est aussi un espace de contradiction quant au point de vue sur la littérature et sur la politique. Disons les choses clairement, et c'est bien que ça soit un espace
de contradiction, mais pour quelques-uns du jury, ce qui nous importe justement, c'est cette idée que vous, ou que moi, chez moi à Port-au-Prince, nous ayons un regard, ou la possibilité d'ouvrir notre regard, notre écoute, sur des réalités dont nous n'avions pas conscience. Parce que si nous ne connaissons pas toutes les réalités du monde, comment construire un dialogue? Comment penser ce monde de manière collective, dans le rêve quand même d'un monde qui soit meilleur pour nous tous? Et sur le plan de la réalisation de soi-même, et sur le plan des conditions matérielles d'existence. Donc ces livres-là sont des livres, pour moi, d'une très grande valeur humaine. Écoutez-moi, avant d'avoir lu Si tu passes la rivière, je pensais que la Belgique était un pays dans lequel tout le monde était heureux, il ne comprendrait jamais rien à la pauvreté. Je suis sincère. Pour moi, c'était des blancs heureux qui sont en train de pleurnicher sur les choses qui sont complètement secondaires, alors qu'il y a de vrais drames dans le monde. Mais j'ai découvert qu'il y a quand même de vrais drames en Belgique, donc je confesse mon ignorance. La réalité du Congo, je connaissais un peu, mais cette lucidité dans l'analyse qu'il y a dans le travail de gens, ça m'a éclairé, et puis j'ai pu découvrir que les ONG, bordel, ça fonctionne pareil partout. Donc oui, moi c'est ce qui m'intéresse. Connaître la réalité du monde par l'excellence du travail littéraire. Cette adéquation entre, autrefois on disait la forme et le contenu, moi je dirais entre l'écriture et le référent. Mais quand on rassemble ainsi 3 lauréats d'un prix littéraire, on a pas... Excusez-moi, c'est pas un peu nationaliste de dire que ce sont... Non, de réunir 3 auteurs belges et en... Je pose juste la question à tout hasard, mais sans vouloir choquer qui que ce soit. C'est sans doute un peu nationaliste, c'est sans doute aussi un peu plus facile. Et en fin de compte, ça nous fait plaisir. Voilà. Mais on a la dérive pourrait être de les mettre tous les 3 dans le même sac et d'avoir fait écrit des livres qui, en fin de compte, se ressemblent, puisqu'il y a des thèmes qui se ressemblent. Et en fait, si vous les lisez, vous comprendrez que tous les 3 livres sont très différents dans la structure, dans l'écriture, dans la langue utilisée. Chacun a sa personnalité et aucun ne se laisse aller à vouloir se formater dans une écriture qui pourrait être celle du prix des 5 continents. Votre écriture à chacun, c'est votre savoir-faire, votre façon de vous relier au monde, Jean. Oui. Oui. Ma façon de faire, moi j'utilise le français. J'utilise le français, c'est pris la francophonie. Alors j'utilise le français. En français, et ça dit qu'aujourd'hui je me permets de faire pas mal de choses avec cette langue française. Je me permets d'en faire ce que je veux en fait. Donc toutes les règles sont là, de grammaire, etc. sont là. Bon, je fais un travail comme certains l'ont déjà fait avant moi et j'essaye de... Voilà. Mais je me permets quand même de la bouger, de changer un peu peut-être les métaphores, changer un peu ces choses-là. Changer le rythme en utilisant ma langue du Lingala, en utilisant mon imaginaire du Congo, mais elle est inscrite tout ça est inscrit dans la langue. Cette langue, je me permets de la bouger parce que la langue française, moi je suis né avant les indépendances. 54. Et quand j'étais petit, donc moi je suis arrivé ici très tôt. L'indépendance du Congo c'est 30 juin, j'étais ici en septembre, octobre, j'étais déjà ici. Et à l'époque, même avant que je quitte le Congo, donc j'avais 5 ans, j'allais avoir 6 ans, quand on me demandait, Jean, parle français. Je prenais un tabouret, je le mettais devant moi, je tapais dessus. Je fronçais les sourcils, je tapais sur le tabouret et je disais assis. Il m'a fallu 50 ans pour me dire que le assis, ça voulait dire ça suffit. En fait, pour moi, le français, c'était une langue que j'entendais autour de moi, mais c'était une langue où j'entendais les mecs insulter les autres. C'était une langue où on insultait, c'était une langue où on donnait des ordres. Donc pour moi, c'est quand je disais suffit, je fronçais le sourcil. En plus, je mettais une table pour montrer un symbole quelque part de pouvoir, où je tapais dessus, l'homme qui a le pouvoir, qui crie. Pour moi, le français, c'était ça.
Donc ça dit, j'étais très friand de cette langue, et j'étais très friand non forcément de cette langue qui m'intéressait, parce qu'elle me traumatisait. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai appris cette langue, et je voulais l'apprendre bien. Et puis à un moment donné, je deviens écrivain, mais alors cette langue-là, je m'étais dit, bon, cette langue qui était traumatique, j'essaie en fait chaque fois de la pousser le plus loin possible. Elle doit aujourd'hui décrire la poésie. Parce que moi, à l'époque, je n'entendais pas la poésie, j'entendais des ordres et des insultes. Donc aujourd'hui, je suis obligé, quelque part, de pousser cette langue très loin, au niveau poétique, au niveau langue, pour justement me guérir de cette langue. Je crois pas que je peux refaire ce que un Hugo, un Stendhal ou un autre a fait. Je suis obligé de recréer une autre langue. Parce que cette langue, quelque part, de Hugo, de Stendhal m'a fait mal. Avant que je la découvre dans la littérature. Parce que dans la littérature, j'ai commencé à la découvrir à 10 ans. Mais elle m'a fait mal. Mon premier roman, je l'ai lu à 10 ans. Donc voilà, ça c'est comme ça que je vois la rédaction de ce texte, comment les rédiger. J'ai ça qui me... Et vous, Geneviève? Bon, d'abord, je dois dire que Si tu passes la rivière, c'est mon premier roman, donc moi je ne savais même pas que le prix des 5 continents existait. J'en ai appris la connaissance une fois que... Donc voilà. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean. Moi, le français, c'est la langue qu'on utilise pour me raconter des histoires avant de dormir. Donc moi, c'est une langue douce, c'est dans les histoires qui me sont racontées ou lues, c'est quelque part là que, enfant, je commence à comprendre le monde. Dans les histoires, on comprend le monde. Et donc c'est là, et pour moi, le français, donc c'est différent pour moi, c'est la langue de la douceur, c'est la langue de ma grand-mère, voilà. Donc j'imagine que j'essaie de travailler sur une langue, même si ce que je raconte n'est pas toujours doux et tendre, mais voilà, de rendre compte de quelque chose de cet ordre-là. Moi aussi, justement, parce que je sortais d'un truc qui était dur, mais aujourd'hui je voudrais la rendre aussi douce que celle de ta grand-mère. Hein. Ah ouais, c'est clair, quoi. Jean-Marc? Moi, je réfléchis pas à ça. Parce que, je sais pas, le français, c'est ma langue. Je ne sais pas si elle est dure, si elle est méchante, si elle est ceci. Je cherche la poésie. Et quand j'écris, j'essaie que le monde soit dans l'écriture. Si le monde n'est pas présent dans un livre, pour moi, le livre n'existe pas. C'est comme un livre sans poésie ou un livre sans musique de la langue. Et voilà, c'est ce que je tente de faire. Mais je n'ai pas beaucoup de réflexion à cet égard. Ça ne m'intéresse pas de réfléchir à ça. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ça vous vient tout seul? Ça vient tout seul, ça vient très lentement surtout. Très lent. Mais c'est pas grave. Je considère aussi, par exemple, que toutes mes années de radio, pour moi, c'était l'écriture. J'ai pas écrit pendant ce temps-là. Pendant les 10 ans que j'ai passé à France Culture, j'ai pas écrit. Enfin, à part un livre avec Tobias Schiff, un rescapé des camps. Mais mon écriture, c'était l'émission radio. Et pourtant, je n'intervenais pas du tout dans l'émission radio. Enfin, on n'entendait pas ma voix, je ne dirais pas la présentation. C'était tout. Après, il n'y avait pas une question, il n'y avait rien. L'écriture, c'était de faire parler les gens. Et puis de les monter, j'imagine. De les monter, bien sûr. Mais c'est pas moi qui faut monter ça ensemble avec une réalisatrice ou un réalisateur. Mais pour moi, c'était déjà aussi de l'écriture que de faire parler des gens à qui on ne donne jamais la parole. Que ce soit des prisonniers, que ce soit des rescapés, que ce soit des tziganes, par exemple. Moi, j'ai rien à dire. En gros, j'ai rien à dire. Si je n'ai pas en face de moi là quelqu'un, j'ai rien à dire. Et je donne, effectivement, j'essaie de faire parler des gens qui, en général, ne parlent pas ou n'écrivent pas. J'ai un exemple tout à fait frappant d'une remarque comme ça très bête, parisianiste de France Culture. J'avais fait une émission d'hommage à Marguerite Duras 5 ans après sa mort, et j'avais décidé de faire intervenir dans l'émission des gens qui travaillent sur Duras, que ce soit le théâtre, que ce soit une thèse, etc., un doctorat, et de ne prendre personne qui a travaillé réellement comme des comédiens, parce que je voulais sortir de l'ombre des gens qui s'intéressaient beaucoup au travail de Duras. Mais ça m'a été tout à fait reproché. Pourquoi tu n'as pas été chercher un tel, une telle, un tel, qui parle tout le temps? C'est pas la peine. C'est pas la peine de...
C'est pas la peine de faire parler des gens qui parlent tout le temps. Oui, ils ont déjà une tribune. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme l'imbécilité de certains critiques, comme ça, dans le Monde. Je me souviens de Michel Kéchichian, qui dirigeait le Monde. Et alors, j'avais écrit donc, ce livre avec Tobias Schiff, rescapé. C'était une réédition, et j'avais demandé à une amie qui était très proche de tout ce milieu littéraire de Paris, en disant, mais écoute, est-ce que tu ne peux pas demander à Michel Kéchichian quand même d'avoir une bonne critique? Parce que 5 ans avant, j'avais eu une belle critique par Bilal Naquet. À répondre à Michel Kéchichian, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Ce type n'est pas connu. Donc, on tourne en rond. Pierre Assouline m'a fait exactement la même réflexion, en me disant, mais que c'était encore plus drôle, enfin plus absurde, donc, parce qu'il avait invité 3 semaines ou un mois avant Georges Moustaki, qui avait fait une préface à un livre d'un récit de déportation. Enfin, le texte de Moustaki était plus important que le nombre de pages du type qui avait écrit sa déportation. Et je lui dis, mais parce que je travaillais, on se voyait, quoi, on travaillait dans le corridor. Je dis, mais en fait, pourquoi tu ne m'invites pas pour parler de ce livre? D'autant que Tobias était mort à ce moment-là. Et il me dit, mais avec Georges Moustaki, je peux parler de tout. Donc avec toi, c'est dire que c'est pas pris d'invité, quoi. C'est absurde, quoi. Mais c'est ça le parisianisme que je déteste, mais alors à un point que j'ai appris à détester, que je ne supporte plus. C'est on tourne en rond. Donc vous avez travaillé à Paris pendant longtemps. J'ai travaillé pendant 10 ans, je sais pas, à France Culture, oui. Et je peux raconter une anecdote qui est beaucoup plus troublante encore, mais je vais quand même le dire parce que c'est important de savoir ça. Justement, je terminais, j'avais fait 5 heures d'émission sur des bornes hongrois de Strasbourg, etc., et dans les campements autour de Paris et d'ailleurs. Et la dernière heure, j'avais 5 heures. Et la 5e heure, c'était consacrée au génocide des Tziganes. Il y avait des intervenants juifs hongrois, juifs d'origine hongroise habitant en Israël, et puis d'autres personnes qui évoquaient le génocide des Tziganes. L'émission n'était pas terminée depuis 2 minutes que j'ai reçu un coup de téléphone de celle qui est devenue la directrice de France Inter, Florence Bloch, qui m'a dit que j'avais fait un travail épouvantable, que c'était du militantisme et pas du documentaire, parce que je n'avais pas évoqué le génocide des Juifs, mais bien celui des Tziganes pendant 1 heure. J'ai plus jamais eu de travail France Culture. C'est fini. Et voilà la censure parisianiste, entre autres. Quand je raconte ça, ça me met en colère, parce que c'est suite à ça que j'ai écrit. Voilà. Une fois que j'ai quitté France Culture, j'ai commencé à écrire vraiment. Donc j'ai tardivement écrit. Très tardivement écrit. Est-ce qu'on peut dire, tous les quatre, que votre littérature est une littérature indignée? Ah oui. Pour moi, oui. Et révoltée. Et pour moi, si elle ne l'est pas, c'est un peu de la masturbation, j'y réponds, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait la faire en public. Oui, moi, ce qui m'a parlé dans ces livres, ce sont des livres, et il n'y a aucune évaluation dans l'expression que je vais utiliser. C'est de la littérature d'écrivain public. C'est-à-dire, c'est de la littérature qui passe derrière les yeux de l'autre, qui entre dans les oreilles de l'autre pour entendre, et qui nous révèle cette possibilité du drame de l'autre. Ce n'est pas de la littérature qu'on fait uniquement avec soi-même. Et c'est peut-être cette littérature qui est souhaitable dans ces temps où on est dans des individualismes exacerbés, sans individualité finalement, justement où des gens qui disent la même chose disent je. Donc cette capacité que ces travailleurs de l'écriture, ces artisans de l'écriture possèdent d'aller vers l'autre et de rendre le drame de l'autre suffisamment présent pour produire chez nous l'émotion de la révolte, parce que dans ces 3 livres, il est question de choses que des humains ont fait à des humains, et ces choses-là ne sont pas justes. Et ces choses-là, quelque part, il faut les combattre. Donc oui, moi je n'ai aucune peur de... Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand on parle d'engagement, quand on parle de révolte en littérature, ils vous disent attention,
ça peut être dangereux, comme si on ne pouvait pas faire de la bonne littérature du lieu de la révolte, du lieu de l'indignation. C'est complètement idiot. Je ne vois pas pourquoi on ferait une meilleure littérature en ne parlant que de soi-même. Donc oui, personnellement, c'est le genre de texte qui me parle, et tant que j'aurai un peu de pouvoir au sein de ce jury, j'espère que c'est le genre de texte qu'on va continuer à imprimer. Mais je ne sais pas si j'ai entendu vos 4 livres. Quand Lionel parle de... Enfin, je ne sais pas si j'ai mal entendu. Hein, non, mais j'ai dit 4 livres en effet. Voilà. Donc il y a 4 heures. Parce qu'on parle des espaces ici lointains, on parle des espaces lointains. Et en fait, le Lionel Trouillot, c'est quelque part la cécité qu'on peut avoir par rapport à des problématiques qui sont juste à côté de nous. Dans Ne m'appelle pas capitaine, c'est cette gamine qui dit, enfin, cette gamine, moi j'appelle gamine, je suis vieux, qui débarque chez ce monsieur et qui essaie de comprendre Haïti, en fait. Parce qu'elle habite là, mais elle habite du côté de Pétionville, là, elle connaît rien. Elle connaît rien, donc voilà. Il y a aussi cette cécité-là, parfois on se met soi-même un masque, on se met des lunettes et on est ici dans le bas de la ville. Il y a les Marolles pas loin, il y a l'avenue Louise un peu plus haut, mais peut-être il faut peut-être encore descendre vers les Marolles, ou vous pouvez descendre vers ici, ou aller vers Molenbeek, peut-être pour un peu se découvrir. Parce que souvent c'est comme ça, c'est des choses aussi... C'est des choses que moi j'ai grandi ici une partie de ma jeunesse, je suis parti au Congo, je suis revenu, mais la deuxième fois que je suis revenu, je connaissais cet espace-ci. Mais ce que j'ai vu ici m'avait quand même complètement effaré. J'avais vu des gens dormir dehors, puis j'avais vu des gens dormir dehors à partir des années 90. Ça m'avait effaré, ça m'avait étonné, quoi, quelque chose que je ne connaissais pas, que moi j'avais grandi dans ce pays. Et donc voilà, c'est parfois un peu, il faut regarder à côté de soi parfois. Et le voyage peut se faire juste à quelques encablures, quelques mètres. Et ça c'est le sujet quelque part de Ne m'appelle pas capitaine, de Lionel Trouillot. Geneviève, il y a encore quelque chose à dire, Jean? Non? Moi, je réagissais juste quand j'aurai du pouvoir dans ce jury. Vous en avez été président, Lionel? Oui, la présidence est tournante. Eh bien, il est 16h passées et il est temps de mettre un terme à cette conversation. Merci aux écrivains publics qui m'accompagnaient, Jean-Marc Turine, Geneviève Damas, Jean-Nicolas Jean Boffan et Lionel Trouillot. Merci à vous, toujours attentifs, et bonne fin de journée. Au revoir.